D'abord, bonsoir à chacun et merci de la confiance qui m'est ainsi faite par cette invitation. Je suis heureux de participer à nouveau. J'avais déjà fait cet exercice sur un autre sujet il y a 2 ans et j'en garde un très bon souvenir. Donc, merci de cette fidélité qui se poursuit. Et donc, ce soir, on va parler finance, argent, mécénat. C'est un sujet qui fait peur et que je voudrais surtout dédramatiser. Et donc, je vais donner pas mal d'exemples ce soir et puis je vais surtout essayer de ne pas être trop long pour avoir un temps d'échange avec vous sur la deuxième moitié, en tout cas le dernier tiers au moins, pour qu'on ait un temps de partage entre nous. La première chose que je voudrais vous dire avant que le PowerPoint ne puisse s'afficher, c'est Ça arrive. s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cet entretien, ce serait ce concept suivant, cette punchline, qui consiste à dire le don est le fruit de la relation. Le don est le fruit de la relation. C'est pratiquement une maxime théologique. Si certains d'entre vous sont chrétiens, j'ai envie de commencer par là. Eh bien, l'Esprit Saint est le fruit de la relation entre le Père et le Fils. Voilà. Mais de manière beaucoup plus simple et humaine, on pourrait dire, dans un mariage, un enfant, eh bien, c'est le fruit de la relation entre un homme et une femme. Eh bien, le don financier, c'est toujours le fruit d'une relation. Et donc, ce que je voudrais vous encourager à faire, plutôt que d'aller chercher des fonds de manière brutale, c'est Est-ce que... de... Attends, je te coupe. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, Ok. il est magnifique, là, on voit Saint-Joseph, magnifique. Ouais, village de Saint-Joseph. Mais attends, le problème, c'est que je ne sais pas comment je fais pour le... Pour Putain. passer à la page suivante. Ouais, Je ne attends. sais pas non plus. Euh, Clotilde, je te viens, excusez-nous, excusez-nous, je viens de t'envoyer un mot en disant je le fais parce que sinon on va pas y arriver. Donc c'est moi qui l'ai Ah ben lancé. voilà, c'est toi Voilà. qui l'as mis. Ok, Oui. du coup, je comprends parce que j'étais en train de mettre... Ok. Donc Pierre, Bon, maintenant vous me dites quand je dois avancer. alors, on peut avancer d'une merci slide, voilà. Thomas. C'est sympa d'avoir des soutiens. Voilà, et donc, je vous disais, le don est le fruit de la relation, et ce que je voudrais vous encourager à faire les uns les autres, si vous cherchez de l'argent pour votre projet, pour votre structure, c'est d'abord d'entretenir une qualité de relation avec les personnes que vous visez. Voilà, ça a l'air idiot, mais c'est l'évidence. En fait, à la fin des fins, je donne à un regard, je donne à une personne que je connais, en qui j'ai confiance. Bien sûr, je suis convaincu par le projet, bien sûr, j'en vois les aspérités, les enjeux, les défis, mais je vais finalement, et c'est mon expérience que je résume là en quelques mots, je vais finalement donner à une personne que je connais. Et c'est donc le plus important, c'est de nouer cette relation et de la filer dans le temps. Et donc, si ce soir on parle de mécénat, on va parler bien sûr donc de quelques moyens pour la mission et de quelques tips que je voudrais vous donner pour vous initier ou vous encourager. Peut-être vous avez déjà commencé à vous encourager à grandir dans ce qu'on appelle la collecte de fonds. On peut passer donc à la slide suivante. Voilà, je vous disais, le don est le fruit de la relation, une vérité théologique, conjugale, mais aussi financière. Et pour terminer cette approche, je voudrais citer cette phrase peu connue de Jean-Paul II, qui disait le don, au fond, c'est la structure générale du monde. C'est assez beau, je trouve, de regarder même la nature, donc qui n'est pas faite que de dons, on est d'accord, il y a aussi de la guerre dans la nature entre les animaux, etc. Mais de voir la planète et l'ensemble des relations comme la structure profonde de ces liens, comme le don. Voilà, le don est à l'origine de toutes ces relations. On peut donc aller à la slide suivante. Alors, pour pas faire de grands topos trop compliqués, en fait, donner, ça se résume à deux. Non, on peut revenir à la slide d'avant, pardon. Voilà, donner, ça se résume à deux grandes familles. Ou bien, au fond, on va chercher des nouveaux donateurs, et c'est ce qu'on appelle la prospection. Ça veut dire au fait que ceux qui ne donnent pas commencent à donner, et c'est probablement le plus difficile. Et donc de convaincre quelqu'un qui n'a jamais donné à votre cause de dire, bah voilà, commence par donner 1 euro ou 10 ou 50. Mais c'est ça le gros enjeu de la prospection. Et puis la deuxième grande tâche du collecteur de fonds, c'est la fidélisation, de façon à ce que celui qui a déjà donné donne davantage. Et là, j'aurais pu dessiner une pyramide. C'est-à-dire que bah, j'ai donné une fois 10 euros, et peut-être que l'année d'après, je vais donner 50, et puis finalement 300, et puis je peux basculer en don régulier, c'est le prélèvement automatique, et puis je peux finalement aller à des dons plus majeurs, jusqu'au, on pourrait dire le Graal hein, du collecteur de fonds, c'est souvent le leg, c'est-à-dire le don définitif et total au fond du fruit, du travail d'une vie, de quelqu'un qui dit, bah voilà, j'arrive au bout du bout de ma vie,
Et après moi, bah, j'espère que cet argent va servir à une cause à laquelle je crois, et c'est peut-être la vôtre. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez, cette pyramide dans la fidélisation, c'est j'ai donné un peu, mais peut-être que je peux donner davantage ou plus régulièrement, et finalement, peut-être la totalité même de mes biens. C'est pas le but en soi, mais en tout cas, effectivement, pour une association, pour une cause, un legs, un seul, suffit parfois à consolider une action de manière tout à fait définitive et décisive. Et donc, du coup, bah, peut-être que ça prend du temps, en réalité, de nouer des relations avec ces personnes qui parfois ont émis le désir peut-être d'un don de ce genre, mais en fait, c'est très rentable, pardon de parler français, mais c'est très, ça peut être, je le disais en tout cas, très décisif pour l'avenir. Je voudrais vous donner un exemple pour être concret. J'avais parlé avec un responsable qui s'occupait du service des legs à la SPA. La SPA, premier collecteur de legs en France. On peut s'en affliger ou s'en réjouir ou s'en moquer, mais la vérité, c'est que la plupart des Français qui font un leg, aujourd'hui, la première association qu'ils choisissent, c'est la SPA. Et donc, en fait, quelle est la technique de cette association comme de tant d'autres? Je me souviens de cet homme qui m'avait dit, en fait, on a observé, on a formalisé que si la relation est suivie dans la durée, avec le testateur potentiel, 100% des personnes vont effectivement donner. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une seule personne qui va se détourner de la cause si tant est que le lien soit nourri. Donc là encore, le don est le fruit de la relation. Et donc, le métier de cet homme, et on peut là aussi s'en affliger ou s'en moquer, mais c'est une réalité, c'était de maintenir le lien avec tous ceux qui, une fois, avaient écrit dans une petite main fluette, oui, je suis intéressé par recevoir la plaquette pour peut-être faire un leg. Et donc, du coup, d'entretenir par une carte de vœux, par un appel téléphonique, par une visite, en disant, Madame Machin, vous nous avez dit il y a 2 ans que peut-être vous donneriez de l'argent pour notre cause. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'on peut savoir comment vous allez? Est-ce qu'on peut vous donner des informations sur là où on en est dans notre projet? Et donc cet homme, je le redis, disait 100% des personnes qui ont été nourries dans cette relation finissaient par effectivement donner. À l'inverse, on a des drames, et notamment dans l'Église, où parfois les gens ont été très nuls. La personne qui voulait donner à une cause ou même à sa paroisse, à son diocèse, qui n'a jamais été rappelée ni par le prêtre ni par l'évêque, la personne, elle se dit, au fond, c'est des gens ingrats, ils s'intéressent pas à moi, ils en veulent qu'à mon pognon, ils me demandent jamais rien, et donc du coup, je vais finalement donner à quelqu'un d'autre. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, après ces 2 grandes familles, prospection et fidélisation, il y a 2 grands rendez-vous de l'année parce qu'il y a des saisons dans la collecte. Des saisons qui sont liées à la défiscalisation, et ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée. Quel est le taux d'imposition pour un leg? En réalité, vous pouvez donner 100% d'un certain montant à une association si elle est dotée d'une fondation. C'est le cas, moi je suis aujourd'hui le délégué général de la Fédération du village Saint-Joseph. J'ai une petite fondation qui sert que à ça, à recevoir des legs et des dons IFI, c'est-à-dire que je peux défiscaliser complètement 100% de ces sommes qui me sont affectées sans rien donner à l'État. C'est donc très intéressant d'être doté d'une petite fondation, ou en tout cas de s'acoquiner les services d'une fondation qui vont pouvoir recevoir un tel don et vous le reverser. Voilà. Alors, il y a 2 grandes saisons dans la collecte, évidemment liées, je le disais, à la défiscalisation. L'IRPP, autrement appelé impôt sur le revenu, PP comme des personnes physiques. Et donc, cette saison, elle correspond en fait à la fin de l'année calendaire. Si vous faites un don, avant le 31 décembre, alors vous recevez un reçu fiscal pour l'année écoulée qui vous permet l'année suivante de défiscaliser, suivant les causes, 66 ou 75% du montant de votre don. Alors ça, c'est très connu, et c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'associations s'agiter en fin d'année, parce qu'elles espèrent évidemment avoir des dons en cette fin d'année. Il faut vous dire, et ça c'est un scoop, que suivant les associations, on a parfois 20, 30, parfois 40% de la collecte qui se joue sur le seul mois de décembre. Parce que les donateurs, ils sont comme vous et moi, ils procrastinent, ils attendent, ils donneront le moment venu. Et finalement, quand on voit l'échéance fiscale arriver, on se dit merde, c'est le moment, il faut quand même donner. Et donc, du coup, c'est des montants considérables. Donc, pour le collecteur de fonds, c'est une angoisse énorme parce qu'il peut avoir une année, entre guillemets, un peu merdique jusqu'au fin novembre, et en décembre, tout change.
Et donc là, c'est pour ça que les gens multiplient les appels au mois de décembre, alors par la voie postale, par les radios, par les newsletters, par les réseaux sociaux, que sais-je. Mais c'est le moment où tout se joue parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens et qui vont même donner le 31 décembre au soir et même parfois pendant leur réveillon. Moi, je sais que j'ai un mail dès que j'ai un don qui arrive, hein, et j'ai à 23h59, j'ai des donateurs qui font un don. Et en fait, Clotilde aussi, visiblement. Ah, nous, c'est le 31 décembre à partir de 17h qu'on s'y met. Voilà. Bon. Et donc, et en fait, Des vrais boulets. alors, en fait, enfin bon, voilà, il faut pas en tirer de conclusion hâtive, mais ça veut dire qu'il faut jamais désespérer, et surtout, c'est des moments où il faut évidemment dire aux gens, voilà, si vous avez un tout petit peu de ressources, si vous voulez nous aider, c'est maintenant, parce que le 1er janvier matin, vous pourrez nous aider, bien sûr, mais vous aurez un reçu fiscal pour l'année suivante. Voilà. La deuxième saison, un peu moins connue, c'est celle de l'IFI. IFI comme impôt sur la fortune immobilière. Pour vous donner un ordre d'idée très précis, l'IFI, ça concerne des gens qui ont plus de 1,3 million de patrimoine immobilier. En fait, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai pas ça, hein, rassurez-vous, mais quelqu'un qui a un appartement à Paris et une maison sur la côte, il paye l'IFI, ça c'est sûr. En fait, ça concerne énormément de gens. Et donc, sur l'IFI, qui est un impôt de plus, qui donc taxe les plus riches, eh bien, l'État encourage aussi à être généreux. Il faut avoir fait un don, là, cette fois-ci, en même temps que la déclaration d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir fait votre don non pas avant le 31 décembre, mais avant le mois de mai ou juin, en fonction de votre zone géographique. Et donc, si vous faites un don pour défiscaliser l'IFI, il faut le faire à une fondation ou à un organisme qui est habilité à défiscaliser ce genre de dons. Et là, ça peut monter aussi jusqu'à 75%. C'est souvent des assez gros montants. Par exemple, évidemment, des gens qui payent l'IFI vont donner par exemple 10 000 euros à l'État. Et donc là, il y a beaucoup de gens qui sont très engagés et qui préfèrent donner en réalité seulement 2 500 euros à l'État, et ils vont donner 10 000 euros à l'association choisie. Ce faisant, ils vont être exemptés de 7 500 euros à l'État. Moyennant quoi, ça leur coûte quand même 12 500 euros, hein, si je refais le calcul. Ça leur coûte plus cher que l'impôt, mais la satisfaction intérieure de dire, en fait, j'ai aidé non pas l'État de manière un peu abstraite, mais j'ai aidé une association que j'aime. Voilà. Et donc, du coup, là, il y a une deuxième saisonnalité, parfois un peu oubliée des collecteurs de fonds, mais qui est décisive. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple sur le village Saint-Joseph, plus de la moitié de ma collecte repose sur quelques très gros donateurs qui sont majoritairement concernés par l'IFI. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que je les prends maintenant? Oui, peut-être. Non, peut-être plutôt à la fin. Plutôt à la fin. Ok. Voilà. Alors, on peut passer à la slide suivante. Et donc, du coup, je le disais, ces deux saisons, eh ben, il faut, à un moment donné, il faut appeler. Donc, appeler, ça veut dire écrire un courrier papier, écrire un mail, écrire sur ses réseaux, écrire avec un coup de fil. Moi, pardon, hein, je vous dis tout, mais je passe quelques dizaines de coups de fil en décembre et aussi avant mai-juin en me disant, là aussi, hein, Madame Machin, l'an dernier, je vois que vous avez été très généreuse avec le village Saint-Joseph. Est-ce que cette année encore, je peux compter sur vous? J'en aurais besoin pour. Voilà. Et donc, écrire, appeler avant ces échéances. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ces gens? Eh bien, le principe, il est le même, quelles que soient les causes. C'est un petit secret, là encore, que je vous délivre ce soir. C'est le filtre BISAM. B-I-S-A-M. BISAM comme B comme besoin. J'exprime mon besoin. Il faut être direct. En fait, je vais vous donner un exemple concret qui m'arrive en ce moment. En fait, j'ai besoin de vous. Je m'adresse d'ailleurs à vous de manière très sérieuse si vous avez envie de nous aider au village Saint-Joseph. J'ai besoin de vous parce que dans une de mes maisons, je dois changer la chaudière. Ça va me coûter l'installation. Je me suis fait offrir, c'est vrai, en plus c'est un exemple véridique qui est très récent. Je viens de me faire offrir par une entreprise les 2 pompes à chaleur. Donc ça, c'est cadeau. Mais l'installation me coûte 20 000 euros. J'ai donc besoin de vous pour ces 20 000 euros. Est-ce que je peux compter sur vous? Donc, exprimer son besoin. Il faut chiffrer ce besoin. Donc, c'est le I, c'est importance de ce besoin. En fait, c'est très important parce que si j'ai pas de chaudière, il va faire froid dans ma maison. Et donc, moi, je pourrais plus accueillir des gens en grande fragilité. S'il fait froid chez moi, c'est cata. Et deuxièmement, l'importance de ce besoin, c'est que 20 000 euros. En fait, objectivement, c'est 20 000, c'est seulement un tiers ou la moitié de ce que ça me coûte au total, puisque je me suis fait offrir les pompes à chaleur. Le village Saint-Joseph, pour vous répondre, donc c'est un réseau de 11 maisons qui, dans la France entière,
accueille des personnes cabossées, fragiles, en précarité, en rupture sociale, professionnelle, psychique, etc. Ça, c'était pour répondre à la question qui m'a été posée. Donc, j'exprime mon besoin, je dis l'importance de ce besoin et j'indique la solution. En fait, si je vous écris, si je vous en parle, c'est que j'ai une solution. En fait, la solution ici, bah, c'est la chaudière. Et en fait, si j'arrive à avoir cette somme, je vais pouvoir l'installer. J'ai même trouvé le plombier. Il s'appelle Monsieur Machin. Il vit à tel endroit et il est formidable. Et il va même nous faire un prix parce que c'est quelqu'un qui a compris l'importance de mon projet. Le A, c'est l'application de la solution. Si je réunis la somme avant l'automne, je vais pouvoir installer ma chaudière dès cet été et donc l'hiver est sécurisé. Donc l'application, c'est très facile. Maintenant, ça dépend de vous. Et le M, c'est le M de mécanisme. Alors là, il faut être vraiment très scolaire. Le mécanisme, ça veut dire, eh ben, pour ça, madame, il faut que vous me fassiez un chèque. Et le chèque, il est à l'ordre de Fédération Village Saint-Joseph. Si vous voulez me faire un don en ligne, je vous envoie l'URL. Si vous voulez me faire, je ne sais pas, un, un versement par le biais de ma fondation pour défiscaliser l'IFI, je vous envoie le lien. Donc il faut exprimer la mécanique. Il y a beaucoup de donateurs qui se trouvent bloqués en cours de route parce qu'en fait ils disent mais moi je suis prêt à donner mais je n'ai pas trouvé le lien, je n'ai pas su ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas marqué l'ordre, finalement j'ai renoncé. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui disent j'étais en cours de route en train de donner en ligne mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que c'était pas clair, parce que le truc a bugué 2 fois, la troisième fois j'ai arrêté. Donc là il y a besoin d'avoir des systèmes qui soient non seulement techniquement fiable, mais surtout incroyablement simple. Voilà, il y a beaucoup de gens qui, en fait, parfois demandent maintenant, ils me disent juste envoie-moi le RIB, je vais te faire un virement. Moi, ça me va bien. Bon, si j'arrive à retrouver qui a donné quoi, c'est plus pratique après. Mais en fait, aujourd'hui, ça se résume beaucoup à ça. Hein. Donne-moi le RIB sur des gros montants, en tout cas. Ça se fait plus tellement maintenant par des dons en ligne. Le chèque aussi est vraiment très très comment dire démodé. Le don en ligne a beaucoup progressé, mais sur les très gros montants, ça se fait par virement. Voilà, donc BISAM, ça peut être un bon filtre pour vous pour formaliser votre pitch. En fait, si j'ai 1 minute, si j'ai 3 minutes à passer avec quelqu'un, qu'est-ce que je vais lui dire du besoin de ma structure, de l'importance de ce besoin, de la solution que j'ai envisagée, de la manière dont je vais appliquer cette solution et du mécanisme que vous, donateurs, vous allez pouvoir utiliser pour me permettre de faire tout ça. Est-ce que ça va? J'entends pas de oui, donc c'est oui. Et on peut donc passer à la slide suivante. Alors, un conseil sur la forme. Je vous invite à être simple parce que en fait, souvent, enfin je sais pas, en tout cas moi j'ai été compliqué avec l'argent. Et en fait, il faut être simple. On ne demande pas pour nous-mêmes. Si on demandait pour soi, évidemment, c'est toujours un peu gênant quand on négocie son salaire, etc. Bon, c'est jamais très simple. Mais là, vous demandez rarement pour vous. Vous demandez en fait pour une cause que vous estimez juste. Et donc vous dites en fait, si je viens te demander, c'est pour voilà ce projet-ci, c'est pour cette maison-là, c'est pour ces personnes-là que j'ai rencontrées encore hier et qui m'ont dit que. Donc vous êtes légitime. Là, c'est un peu une conversion intérieure de se dire, je viens pas vous déranger avec des questions d'argent. Je viens vous en parler parce que je crois que c'est juste, que ma cause elle est juste. Voilà. Et alors deuxièmement, je vous invite même, alors c'est probablement encore une étape supplémentaire, mais à considérer que, bien sûr, vous demandez de l'argent et quelque part, vous dérangez les gens, mais en même temps, vous leur rendez service. On imagine mal combien notre monde est devenu malade. Malade, ça veut dire qu'il y a toujours des gens, j'allais dire plus pauvres en plus grand nombre, c'est vrai. Mais en fait, je constate que dans le même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui sont puissamment riches et qui ont besoin d'être délivrés de cette trop grande masse d'argent et qui ont besoin d'avoir cette satisfaction, parce que c'est un besoin aussi pour des gens riches de donner. Et donc, en fait, il faut avoir conscience qu'on peut leur rendre service en leur faisant donner. Moi, je suis touché de voir des grands donateurs qui me disent bah, merci, d'abord parce que l'exemple de votre cause m'édifie ou est un témoignage. Et deuxièmement, parce qu'en fait, bah, j'ai cet argent, voilà. Moi, j'ai un exemple récent, une femme qui m'a dit, mais en fait, cet argent, je l'ai reçu, j'en ai hérité. Il ne m'appartient pas, ne me remerciez pas, remerciez la Providence, mais je ne fais que mon devoir en vous donnant et je n'ai pas besoin d'être remercié davantage. Vous me déchargez d'un fardeau un peu trop lourd. Voilà. Un regard aussi avec la doctrine sociale de l'Église qui rappelle que, vous savez, la notion de la destination universelle des biens. En fait, la propriété privée, c'est quelque chose qui vient après la destination universelle des biens.
Donc, tous les biens qui sont sur cette planète sont destinés à l'ensemble du genre humain et à l'ensemble du bien commun mondial. Et donc, du coup, le fait que quelques personnes, quelques-uns se soient accaparés énormément de richesses, c'est bien pour eux, mais en fait, c'est pas tout à fait juste. Cet argent, il est in fine destiné à tous. Et c'est ça que vous permettez en allant leur demander de l'argent. Et donc, moi, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à dire à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, j'ai besoin de toi. Il en va aussi parfois de son salut, et j'ose le dire, de son salut éternel. C'est la parabole de Lazare, que je ne vous refais pas ici, mais que vous relirez avec intérêt si besoin. On peut aller à la slide suivante. Une règle toute simple, facile pour vous à retenir. La règle des 80-20. Une règle qui est d'ailleurs assez dure, hein. C'est-à-dire que 80% de vos donateurs vont donner 20% des sommes collectées. Si je résume, c'est nos amis mamie et papy de fin d'année qui vont donner 100 € à la fin de l'année. Alors, ils sont très nombreux, donc ça fait quand même des belles sommes, c'est pas négligeable. Mais en fait, tout ça, sur des petits montants, ça fait que 20% d'une collecte. En fait, l'inverse est vrai également, c'est que 20% des donateurs vont donner 80% des sommes collectées. Donc en fait, il y a un besoin urgent de prendre soin de tous les donateurs, il n'y a pas de doute, mais en particulier des plus gros parce que ils sont évidemment déterminants pour les sommes que vous allez collecter. Et donc, il y a des associations aujourd'hui, on peut encore une fois s'en affliger ou le regretter, mais c'est comme ça, des associations dont la moitié du budget est couvert par 3, 4, 5 gros donateurs. C'est très bien et c'est dangereux parce que quand le mec se fâche ou meurt, ça déstabilise complètement l'association. Donc, trop peu de très gros donateurs, c'est quand même dangereux. Il faut idéalement trouver un combo qui permet d'en avoir 3, 5, 10 pour éviter que l'un s'en allant, tout le monde mette la clé sous la porte, quoi. Voilà. Donc, néanmoins, ça veut dire que ces 4 ou 5 gros-là, il faut les soigner. Ça veut dire les visiter, les informer, les remercier. Très souvent, il y a des grands donateurs qui disent « mais c'est hallucinant, je vous ai donné 20 000 € il y a 2 ans, j'ai jamais eu une nouvelle de vous. » Alors, vous m'avez envoyé vos paperasses et vos machins, mais en fait, voilà, vous m'appelez quand vous avez besoin, et donc, du coup, il y a besoin de nouer cette relation, vous voyez, d'organiser un repas, d'organiser une rencontre, d'organiser une visite sur un site, etc. Pour leur dire, voilà, j'ai besoin de te présenter ce qu'on a pu faire grâce à toi, te remercier, puis te dire, peut-être te mettre un peu dans la combine des Happy Few, un peu dans une démarche premium. Je te mets dans la confidence. Aujourd'hui, mon angoisse, c'est est-ce que je vais pouvoir ouvrir cette 12e maison? Est-ce que je vais pouvoir financer cette chaudière? Est-ce que je vais pouvoir recruter une personne qui va être déterminante pour l'avenir de ma structure, etc. Et donc de les mettre même peut-être, pourquoi pas, dans les organes de gouvernance quand c'est possible, en leur disant, vous pouvez, là il y a encore des gens qui me posent des questions, donc ça me distrait, mais je répondrai à toutes les questions. Vous pouvez bien sûr peut-être nous aider en participant à tel ou tel conseil d'administration, assemblée générale, etc. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors, les cibles, qu'est-ce qu'on va aller taper? Eh ben, on va aller taper, suivant les causes, de l'argent public, et il y en a. Alors là, il y en a à tous les niveaux, hein. Il y a des budgets européens, il y a des budgets nationaux, il y a des budgets régionaux, il y a des budgets départementaux, il y a des budgets municipaux. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis pas très à l'aise dans ce genre de dossier parce que au village Saint-Joseph, on s'interdit plutôt l'argent public. Mais il y a pas mal d'associations, y compris même dans des œuvres catho, qui fonctionnent avec de l'argent public. Au Captif La Libération, par exemple, reçoit de l'argent de la région Île-de-France, etc., etc. Donc, il ne faut pas, à mon avis, d'emblée exclure cet argent. Il va plutôt de manière diminuant, parce que vous savez que la santé de l'État et de la France n'est pas bonne, mais il reste qu'il y a quand même un certain nombre de lieux où il y a de l'argent et où on peut en demander. Moi, je voudrais vous citer cet exemple que j'ai vécu quand j'étais à Lazare, d'une élue régionale qui était venue visiter une maison, qui m'avait dit « mais dites-moi si vous avez d'autres besoins, en fait, je ne sais pas, je n'ai pas encore réussi à affecter toutes les sommes dont je dispose, et donc si vous avez d'autres besoins, je trouve votre projet génial, je suis prêt à donner davantage parce que en fait, en gros, je suis un peu à court d'idées sur les projets à subventionner. » Donc du coup, moi, encore une fois, je vous encourage à ne pas exclure l'argent public qui peut être tout à fait déterminant dans votre collecte.
La suite, bien sûr, c'est le choix d'aller chercher de l'argent chez des privés. Alors, je vais les détailler. Bah, il y a des donateurs physiques, hein, des personnes, on en a déjà parlé, des petits donateurs, des moyens donateurs, des grands donateurs. Bon, là, c'est des appellations qui correspondent à rien. C'est un peu comment dire, du langage de collecteur de fonds. Bon, enfin, un grand donateur, vous voyez, c'est plutôt à partir de 10 000 euros, 20 000 euros et plus, quoi. Voilà. Et en fait, comme je le disais, il y a une tribu, je trouve, plutôt subsistante et grandissante de très grands donateurs. Il y a eu un dossier dans Libération récemment qui disait que le nombre de fondations familiales avait explosé, lié à des réussites professionnelles, à des gens qui ont fait des très belles ventes, etc. Et donc, des gens qui, pour des raisons de défiscalisation, bien sûr, mais aussi de philanthropie, choisissent de monter une petite fondation et vont chaque année distribuer un peu d'argent. Pour vous donner l'exemple de la fondation Bettencourt, bon, qui est un exemple très emblématique, la fondation Bettencourt ne fait que distribuer l'argent qui correspond aux intérêts de la fortune de Madame Bettencourt. C'est-à-dire que Madame Bettencourt, elle n'a jamais attaqué son magot. Elle ne dépense, elle ne distribue que les intérêts annuels générés par la somme déposée en banque. Donc c'est pour vous dire, et ça nourrit, entre guillemets, déjà 35 personnes salariées à la Fondation Bettencourt. Donc c'est ces personnes qui sont payées pour affecter les intérêts de cette somme à des associations diverses et variées. C'est prodigieux. Bon, évidemment, toutes les fondations familiales ne sont pas aussi riches, mais c'est pour dire qu'il reste quand même des lieux où il y a de l'argent. Donc j'ai évidemment les fondations. Il y a des fondations locales, familiales. Bon, il y a des fondations adossées à des entreprises, bien sûr. Et donc c'est assez marrant, mais moi, quand je rencontre des grands donateurs, il y a des gens qui me disent bon, bah, je vais peut-être te soutenir, mais ce sera pas avec la fondation de mon entreprise, ce sera avec ma fondation personnelle, etc. Donc il y a des gens qui ont plusieurs poches, comme on dit. Je voudrais donner cet autre exemple un jour de Alain Mérieux, qui est un milliardaire lyonnais bien connu, philanthrope magnifique devant l'éternel. Alain Mérieux, il y a un petit gars qui s'approche de lui, qui lui dit mais est-ce que je peux vous demander de l'argent est-ce que je peux vous demander de l'argent pour un autre projet? Et Mérieux dit oh bah oui, vous savez, on a plusieurs poches. Ça veut dire en fait, c'est des gens qui sont dans des tels degrés de richesse qu'un financement de plus n'est pas forcément problématique. Ils ont une certaine générosité et donc donner 10 000 euros en plus ou en moins à une association qui vient les taper, objectivement, c'est envisageable du point de vue de leurs ressources. Encore faut-il qu'ils soient convaincus par le projet. Voilà. Un lieu qu'on peut solliciter et qu'on oublie trop facilement, c'est les entreprises elles-mêmes. Les entreprises peuvent donner jusqu'à 0,5% de leur chiffre d'affaires et sur cette somme-là, elles vont défiscaliser 60% de leurs dons. C'est considérable. C'est-à-dire que si on prend une belle entreprise, mettons qu'elle ait 10 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de chiffre d'affaires, eh bien, elle peut donner 500 000 euros et ces 500 000 euros, elle va pouvoir défiscaliser 300 000. Donc, en fait, ça ne lui coûte que 200 000. Et en fait, enfin voilà, dans ce degré de financement, ça peut être tout à fait décisif. Parfois, il vaut mieux choisir une belle entreprise dont on connaît le patron ou avec lequel on a un lien, plutôt que de perdre du temps avec 10 mémés à 100 balles. Hein. Objectivement, là, je suis un peu cash. Je sais que je suis enregistré, vous ne rediffuserez pas ça, s'il vous plaît, dans des lieux interdits. Mais en fait, objectivement, si on regarde le ratio temps-gain, il vaut mieux se centrer sur une belle entreprise qui va peut-être vous accompagner dans la durée avec 30 000 euros par an, plutôt qu'encore une fois d'aller faire la tournée des popotes, des cousins et des amis qui vont vous donner 100 balles. Mais bon, ça vous fera un petit collectif de soutien, mais c'est pas ça qui va changer votre collecte. Des communautés religieuses, j'ai écrit dans les cibles possibles, ça a l'air bizarre, mais il y a des communautés qui sont sur des tas d'or, parce qu'elles ont des biens, parce qu'elles ont plus de vocation, parce qu'elles ont des économies. Et moi, j'ai été surpris en arrivant au village Saint-Joseph de découvrir des dons qui venaient de certaines communautés. Bon, bah, ok, merci. Et des communautés aussi, parfois, c'est très beau, qui disent, en fait, par exemple, là, j'ai l'exemple d'une communauté de contemplatifs qui me disent, nous, on est très bons hein, pour tout, on a même pas mal de vocations et tout. Mais alors l'accueil des pauvres, nous, on est nuls et là, on se sent un peu redevable et comme on ne sait pas très bien les accueillir chez nous, on voudrait vous aider vous. Bon, bah ok, merci. Bon, c'est un exemple, mais des communautés religieuses peuvent avoir parfois des ressources. Et puis la question du legs, j'en ai déjà parlé un peu au début, qui est tout à fait décisive, là encore, nouer la relation avec les testateurs potentiels. Et en fait, ça peut arriver, il y a quand même tellement de gens célibataires et seuls.
Ça peut être l'occasion parfois de mettre les pieds dans le plat en disant: «Est-ce que tu as déjà pensé, en fait, à ce qui adviendra après ta mort?» Évidemment, il faut le faire avec une très grande, j'allais dire une très grande délicatesse, mais je pense que c'est aussi une question qui peut, avoir un lien avec le salut et avec la vérité de la foi. On peut aller à la slide suivante. Il y a plein de mécénats différents qui sont envisageables pour une asso. Le mécénat de compétences qu'on oublie trop souvent, des gens qui vont donc donner non pas de l'argent, mais du temps travaillé. Je vous donne un exemple. Là, j'ai une maison, dans l'Aisne, à Belleux, non loin de Soissons. Et ben, en fait, tous nos travaux sont, offerts en mécénat de compétences. Ça veut dire que la boîte, elle fait un devis, le devis est accepté, elle fait les travaux et à la fin, nous, on lui fait un reçu fiscal en disant: «Ben, on te paye pas, c'est cadeau, mais on te fait un reçu fiscal du montant du devis que tu avais formalisé et on enlève la TVA, ça compte pas. On enlève la TVA, mais on te fait un reçu fiscal» et donc la boîte, elle défiscalise en ayant donné non pas de l'argent, mais du temps. Et donc ça peut intéresser des boîtes qui vont bien, ou alors parfois des boîtes qui ont des ouvriers qui sont un peu inoccupés, vous voyez, genre, des saisonniers ou je sais pas trop quoi, qui sont de toute façon payés, il faut les occuper. Et donc on peut les faire bosser sur un projet, on va les faire bosser en mécénat de compétences et la boîte, elle y trouve de l'intérêt parce qu'elle défiscalise. Il peut y avoir du mécénat en nature. Je vais donner l'exemple, par exemple, là j'ai une boîte qui fait des panneaux solaires, qui est prête à m'offrir ses panneaux solaires pour viser, l'autonomie énergétique de l'une de mes maisons. Bon, objectivement, c'est un super cadeau. S'ils viennent et qu'ils installent le truc, j'aurais plus besoin de payer de facture d'électricité. C'est pas un don en argent, c'est pas un don en temps, c'est un don en nature et qui finalement va me générer de l'argent. Et puis il y a bien sûr le mécénat financier, dont j'ai parlé, dans l'essentiel de cette présentation. On peut aller à la slide suivante, je crois que c'est la dernière. Alors quelques conseils en vrac pour, terminer avant de vous laisser la parole. Première conviction, les grands donateurs, vos plus grands donateurs sont déjà dans votre réseau. Si vous les connaissez pas, c'est probablement des amis d'amis. Et donc, il y a un enjeu à aller les solliciter et à aller leur demander de trouver avec vous les prochains. Donc, si vous avez déjà un grand patron, souvent, c'est le plus facile pour lui, c'est d'aller contacter sa bande de copains. Sa bande de copains des EDC, du MCC, du MEDEF, que sais-je. Et de les convaincre. Là, j'ai une très belle histoire à raconter. On a été aidé du temps de Lazare par monsieur Faber. Faber, ancien patron de Danone. Et Faber, un jour, il avait écrit à tout son réseau, il avait dit: «Par principe, je ne soutiens aucune association parce que sinon c'est le déluge. Mais je fais une exception pour Lazare. Je voudrais vous inviter à un dîner particulier où ils viendront présenter leur projet. Est-ce que vous viendriez dîner ce soir à tel endroit?» Et ben, tout le réseau de Faber était venu parce que Faber, il était très, très pris et je pense que ses copains, ils avaient du mal à le voir. Ils se sont dit: «Bon, bah, si c'est le prix à payer pour voir Faber, on va y aller à son dîner». Et donc tout son réseau était là. Et nous, le soir, on a pitché en disant: «Voilà, la prochaine maison, elle s'appelle machin et il nous manque tant de milliers d'euros pour la monter». Et à la fin, on fait passer des corbeilles, on récoltait bien sûr des chèques et surtout des promesses de dons importantes. Et c'est vrai que ça avait été une soirée très lucrative. Donc, c'est pour vous montrer qu'un grand donateur, bien motivé, bien déterminé, peut motiver son réseau et peut changer complètement la face de votre collecte. Deuxièmement, une astuce, c'est de demander un accompagnement sur 3 ans. La plupart de nos assos, elles s'engagent dans la durée. Et donc moi, quand je dis à des gens, bah voilà, quand une personne me dit: «Je suis prêt à te donner 5 000 € pour ton association ou pour ta maison», je dis: «Objectivement, c'est super, mais ma maison, elle s'arrête pas dans 1 an. Est-ce que tu serais prêt à t'engager sur les 3 prochaines années? De faire 3 fois 5 000?» En fait, la personne, le plus souvent, elle dit oui, parce qu'elle comprend, elle voit bien que la maison, elle s'engage dans la durée. Et en fait, c'est curieux, mais ipso facto, la personne, elle vient de multiplier son don par 3. Elle n'aurait jamais donné 15 000 comme ça, mais elle dit: «Oui, 5 000 par an pour 3 ans, je comprends et tu peux compter sur moi». Donc très souvent, c'est une petite question toute simple qui va complètement modifier la suite de la collecte. Un autre conseil, c'est d'estimer la surface financière de votre soutien. Donc si vous rencontrez Alain Mérieux un jour, évidemment, il faut aller voir sur internet et voir qu'il a plusieurs milliards, dans sa besace. C'est pas tout à fait pareil que d'avoir, une personne qui a simplement 50 millions. Donc il faut un peu estimer la taille de la surface financière et de savoir surtout quels sont les dons que la personne peut faire. L'autre jour, j'ai été voir une personne dont je tairai le nom et qui a une fondation, abritée dans une fondation mère, et la fondation mère m'a dit: «Voilà, cette personne, elle donne entre 2 et 100 000». Bon, entre 2 et 100 000. Bah, moi, je suis allé, j'ai dit: «Voilà, de fait, j'aimerais beaucoup avoir,
Je sais plus ce que j'ai demandé, je crois que j'avais demandé 50 et elle m'a donné 30. Bon, c'était déjà très bien, mais je suis pas tombé complètement à côté. Vous voyez, il faut viser parce que j'aurais pu lui demander beaucoup trop ou beaucoup trop peu, ce qui est un autre problème. Et donc, estimer la surface financière de la personne rencontrée. Et du coup, en conséquence, calibrer le projet à présenter. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, ma fondation, on finance jamais le fonctionnement, c'est pas notre truc, on fait de l'investissement ou le contraire. Des gens qui vont dire, nous, on aide les femmes, nous, on aide les jeunes, nous, on aide pour l'éducation. Bon. Et donc, quel est le projet, entre guillemets, que je vais présenter qui répond aussi à la demande du donateur? Vous n'allez pas lui tordre le bras, le donateur. S'il vous dit qu'il veut financer l'éducation, bah, ou bien vous êtes dedans, ou bien vous n'êtes pas dedans, mais c'est pas la peine d'inventer un truc bidon. Donc, si vous pouvez rapprocher l'objet de votre association de l'objet de cette fondation, alors ça match. Sinon, il faut passer son chemin. Inviter les personnes chez vous. Bon, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, le don est le fruit de la relation. Je le répéterai encore et toujours. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'inviter chez eux si c'est possible ou inviter chez soi. Et en l'occurrence sur le lieu du projet, par exemple, sur le lieu d'un chantier, sur le lieu d'une maison quand elle existe, etc. Susciter un comité de soutien. Ça, c'est l'idée de faire un club. En fait, vous avez besoin d'être soutenu par un petit groupe de grands donateurs. Vous les réunissez pas trop souvent, je dirais une fois par trimestre, peut-être dans le meilleur des cas une fois tous les 2 mois, et de leur dire, voilà, je vous propose une petite réunion, on se retrouve entre nous. En fait, vous êtes les 5, les 7, les 12 grands donateurs de mon asso, et je voudrais vous mettre dans la confidence, je voudrais vous associer à la gouvernance, je voudrais vous confier mes grandes questions. Et donc, du coup, non seulement de les réunir, mais de leur dire, est-ce que chacun peut, pour la prochaine fois, essayer de penser à une personne qu'il va inviter pour rejoindre ce comité de soutien. Et donc ça c'est vraiment un principe qui est clé aussi, hein, d'animer ces comités de soutien, qui peuvent être animés eux-mêmes par un des très grands donateurs de la bande. Bon, c'est l'exemple de Faber. Évidemment, Alain Mérieux, par exemple, à Lyon, a animé de très nombreux comités de soutien, par exemple pour la rénovation de la Cato de Lyon. Alain Mérieux a été un peu la tête de proue de ce chantier. Je crois qu'il visait à récolter 50 millions d'euros. Il a tellement donné qu'il y a maintenant un amphithéâtre Alain Mérieux à Lyon. C'est un exemple. Choisir un grand ambassadeur, j'en ai parlé. Nouer la relation dans la durée, le petit groupe WhatsApp qui va bien, la petite newsletter, pas trop formalisée, pas trop chiadée, mais vraiment justement très personnelle, quelques lignes régulières pour donner des informations. Remercier rapidement ceux qui donnent, ça c'est clé. Quand une personne fait un gros don, franchement, elle a le droit d'être remerciée dans les 24 heures. Donc, surtout quand on est prévenu en direct, comme c'est mon cas aujourd'hui. Donc, une personne qui va donner 1000 euros, 2000 ou 5000, elle mérite, et moi j'en fais maintenant quasiment une priorité, même parfois, enfin voilà, dans l'heure, de dire franchement, je vois que tu as donné, je te remercie beaucoup, ou je vous remercie beaucoup, c'est très important pour la suite. Les personnes, elles sont hyper touchées. En fait, remercier, c'est s'assurer que la personne, elle va redonner le jour venu. Et ne pas remercier, c'est prendre pratiquement le parti de ne pas l'avoir redonné. Donc il y a vraiment quelque chose qui est au-delà de la bonne éducation et de la gratitude, qui est presque un enjeu pour la collecte, de bien remercier pour la fois d'après. Et puis donc voilà, imaginez des événements premium pour des soirées grands donateurs. Là encore, peut-être une visite, peut-être la rencontre avec un très grand témoin, peut-être à Lyon par exemple, pour vous donner un exemple, à Lyon, la Fondation Saint-Irénée avait monté de très nombreux dîners avec des conférences dédiées voilà, pour les très grands donateurs, avec un intervenant majeur dans un contexte particulier, en mode on n'est pas simplement là pour vous demander de l'argent, mais on a envie de vous former. Qu'est-ce que c'est le don? Qu'est-ce que c'est la doctrine sociale de l'Église? Qu'est-ce que c'est l'importance voilà, de Dieu ou l'argent? Enfin, toutes ces questions qui sont en fait assez sensibles, et ben, dans une logique de formation. Évidemment, la personne, quand elle a suivi un cycle de conférences, et ben, à la fin de l'année, quand on la sollicite, elle est reconnaissante. Elle dit, ben, j'ai beaucoup appris, j'étais heureux de cette atmosphère, je suis en confiance, je connais ces gens, je vais aider et je vais aider puissamment. J'ai fini. On peut regarder la slide suivante, mais je crois que c'est fini. Voilà. On a un quart d'heure pour des questions-réponses. Excusez-moi, j'ai parlé un peu trop vite et trop fort, mais... Non, est-ce que tu peux peut-être reprendre les questions? Est-ce que tu veux que je te les déjà qui sont Ouais, dans relis-les-moi le parce que je les vois chat? pas là. Alors, la première, quelle imposition de l'État sur le legs à une association? Alors, si vous avez une fondation qui est exemptée de droits en ce domaine. Voilà, donc 0, est-ce que c'est uniquement pour les fondations publiques? Attends,
Les fondations reconnues d'utilité publique, est-ce qu'il y a un statut spécifique dans les fondations? En fait, toutes les fondations, qu'elles soient RUP ou pas, en principe, elles sont abritées par une fondation qui, elle, est RUP. Donc, du coup, elles bénéficient toutes de ces mêmes bénéfices. Et alors, il y a une question, Lucie, là, qui a envie d'être très pragmatique, enfin, d'être efficace. Est-ce que c'est facile de créer une fondation? Donc, on a bientôt une fondatrice de fondation. Alors, c'est fastidieux et long, mais en fait, la première étape, c'est de se faire abriter chez une fondation qui accepte des filles. Et donc ça, après, ça correspond d'abord à une première masse d'argent qui est immobilisée. Donc c'est parfois un peu contraignant. Ça suppose de trouver un premier grand donateur. Je ne sais plus quelle est la somme aujourd'hui, mais vous trouverez ça très facilement sur Internet. Mais ça suppose de trouver un premier grand donateur qui dit: je comprends l'intérêt pour vous d'avoir une fondation et je vais immobiliser, je dis n'importe quoi, 100 000 euros dans cette fondation fille. On ne pourra pas y toucher, ni la fondation mère, ni la fondation fille, ni l'association. Et cet argent est bloqué et c'est la première étape pour devenir une fondation. Et donc, ça Je veut veux dire qu'on peut ajouter être quelque abrité chose, par une Claire, c'est que fondation. en France, la France est un des seuls pays dans lequel la création de fondations est contresignée par le Premier ministre. Donc non, c'est pas simple de créer des fondations en France. En Suisse, c'est fait en 1 heure, une fondation. Est-ce que oui, parce Voilà. que moi, je connais des systèmes de financement où on passe par des fondations en Belgique. Oui, bien sûr. Voilà. C'est Oui. très compliqué en France. Voilà. Alors Et c'est pour ça qu'objectivement, si vous n'avez pas le temps, l'énergie et le grand donateur pour créer une fondation, l'astuce, c'est d'identifier la fondation qui acceptera de recevoir des dons et de vous les reverser. Moyennant quoi, elle prendra probablement un pourcentage, ce qui est normal, parce qu'il y a des frais de gestion, etc. Mais le principe, c'est de dire, voilà, j'ai trouvé une grande dame qui peut te donner 150 000 euros, est-ce que tu veux bien me reverser 145? Oui. En général, c'est oui, à condition de bien s'entendre avec la fondation. Et on est d'accord qu'on n'est pas, c'est pas nécessairement la Fondation de France qui t'abrite. Non. Non, les fondations abritantes, la Fondation Saint-Irénée est abritante, la Fondation Notre-Dame est abritante, la Fondation Caritas est abritante. Donc ça, c'est aussi une autre astuce pour le collecteur de fonds. Si vous me dites, mais moi, je ne les connais pas, les fondations, on est toujours à se dire ça. Commencez par aller sur le site de ces 3 fondations dont j'ai parlé, et vous allez regarder la liste des fondations abritées, et puis leurs objets. Donc c'est un peu fastidieux. Mais vous allez trouver que là, il y a la fondation, je dis n'importe quoi, Saint-Joseph de Canterbury, qui finance l'éducation, la solidarité et la jeunesse. Ah bah ça, c'est très bien. Je vais aller la solliciter. Donc il faut éplucher l'annuaire des fondations, et puis se dire, là, j'en ai 15 qui correspondent à mes objets, bah, je vais leur faire un petit mail en disant, est-ce que vous seriez prête à me rencontrer ou à me soutenir? Parce que moi, justement, j'ai un projet qui serait dans votre objet. Loïc précisait que pour l'IFI, c'est bien 1,3 million de patrimoine immobilier, mais que la résidence principale n'est estimée qu'à 70% de sa valeur. Voilà. Ah Et ben Loïc, merci, j'ignorais ce détail, merci de ce rappel. t'es pas très au point, je vois. C'est parce que je suis pas très propriétaire, moi. Et la question, bah, voilà, qui nous taraudait, est-ce que tu peux nous présenter le village de Saint-Joseph? Alors, j'en ai déjà dit quelques mots, mais donc en quelques mots, il y a 30 ans, il y a un couple qui s'appelle Katia et Nathanaël Gay, qui se sont mariés, qui se sont dit, nous, on a envie d'avoir une maison ouverte aux plus pauvres, et qui ont commencé à accueillir 1 et 2 et 5, et jusqu'à une trentaine de personnes un peu cabossées de la vie, de toutes sortes. Et puis pendant 20 ans, ils ont été seuls à faire ça dans une maison en Bretagne. Et depuis 10 ans, ils ont ouvert 2, 3, et maintenant on a 11 maisons ouvertes et 3 ou 4 en projet. Et donc voilà, on est devenu une fédération et on essaye d'animer ce réseau de maisons et puis d'en ouvrir de nouvelles, ce qui suppose de trouver de l'argent, bien sûr. Ah, alors, visiblement, Solène est amatrice de bière trappiste, puisqu'elle nous précise que l'abbaye de Lèves donne énormément d'argent, par exemple, pour aider d'autres abbayes en difficulté. Et Ouais. elle demande si finalement la majorité des grands donateurs ne font pas partie des assemblées générales, mais du coup, je ne vois pas très bien, Solène, ce que tu voulais demander à travers cette Quand, question. quand, quand un grand donateur a donné une grosse somme d'argent, c'est une bonne astuce de lui proposer d'être à l'Assemblée générale et donc de participer à la Ah oui, gouvernance. C'est voilà, ça? c'est l'assemblée générale de ta propre structure. Ça, en fait, Oui. c'était la question. C'est est-ce que les grands donateurs ne font-ils pas aujourd'hui aussi partie de l'Assemblée générale parce qu'ils veulent avoir un pouvoir aussi de décision ou, En tout euh, cas, c'est habile de leur proposer. Je pense qu'ils ne le sont pas. En fait, il y a une distinction entre le don et la cotisation. Il faut vraiment payer sa cotisation pour être à l'Assemblée générale. Mais effectivement, c'est très habile de leur proposer et de leur dire, vous serez comme ça associé à la gouvernance de l'association, au choix même des administrateurs, etc. Et il peut y avoir une vraie difficulté pour moi à ce qu'un très gros donateur devienne administrateur. Il peut y avoir des conflits d'intérêts, ça peut être compliqué.
Et notamment le grand donateur qui dit, attendez, j'ai donné tellement d'argent, c'est pas pour qu'on fasse tel projet. Donc il pourrait y avoir un blocage. Donc moi, je trouve que l'Assemblée générale, c'est une bonne idée. Au-dessus, il faut regarder à deux fois avant de le mettre dans Comment le tu conseil fais pour municipal. te garantir? Alors, tu dis qu'il faut multiplier comme les donateurs, il ne faut pas être dépendant que d'un donateur, notamment l'État, par exemple. Mais Ouais. comment tu fais pour que, éviter qu'un donateur prenne de la place et en fait conditionne son don à une manière Bah, d'agir? sur des très grosses sommes, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on peut avoir des grands donateurs qui ont une mentalité en plus d'entrepreneurs, qu'ils sont souvent, et donc d'actionnaires. Et donc le mec qui dit, écoutez, je vous ai pas donné 150 000 euros pour faire ceci, mais moi ce que je veux c'est faire cela, ça peut devenir très compliqué à gérer. Et donc du coup, il y a toute une pédagogie du don en disant, écoutez, votre don, il est sans contrepartie. Ça, c'est un truc que j'aurais pu dire dès le début. Le don, c'est quelque chose qui est sans contrepartie. La seule contrepartie, c'est le reçu fiscal. Et à un moment donné, quand j'ai donné, j'ai donné. C'est-à-dire que j'ai donné pour un projet, mais je fais confiance à une équipe pour le porter. Et si le choix de la couleur de la peinture vous revient pas, ben j'en suis navré, mais en fait, objectivement, c'est plus vos oignons. Alors bon, enfin, on peut pas le dire comme ça, hein, évidemment, hein, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui consiste à dire non, tu as donné, et bah, qu'on te rende compte de ce qu'on a fait de l'argent, c'est légitime, mais pour autant, tu n'es pas actionnaire, et tu ne peux pas infléchir notre projet associatif, par exemple. Pierre, je me permets de dire que Thomas More est une structure lui, à caractère plus politique, vous avez une structure à caractère social. Oui, Nous, peut être très franc, nous, on se garde bien de mettre des grands donateurs dans notre conseil d'administration, parce que voilà, précisément, il y a des enjeux de gouvernance qui sont importants. Par contre, oui, on peut facilement inventer des choses comme des comités d'orientation, des choses comme voilà, ça, qui sont, et qui rejoignent d'ailleurs ce que vous disiez, c'est-à-dire les associer aux réflexions de fond, aux problèmes que nous avons, aux réflexions stratégiques, etc. Mais dans la gouvernance, c'est vrai que ça peut être dangereux. c'est ça. Et moi, ma préconisation, c'est le comité de soutien. C'est l'objet du comité de Ouais, c'est soutien, de ça. réunir ces grands donateurs, d'écouter leurs avis, de les faire remonter, mais de les mettre plutôt, à mon avis, à distance du CA en tant que tel. Ouais. Alors, oui, les fondations personnelles familiales sont-elles faciles à identifier? Bah, tu as déjà répondu, en fait, en passant par le biais des fondations qui abritantes. Les- Alors, Clotilde, j'ajoute que, enfin, Vas-y. il n'y a pas que les fondations abritées auprès des fondations abritantes, il y a aussi des fondations qui sont devenues autonomes, hein, et qui Oui. sont parfois très discrètes. Et donc, c'est tout un travail de les débusquer. Alors, parfois, même au plan départemental, on découvre des trucs qui sont incroyables, des toutes petites entités. Il n'y a pas de salariés, ça dépend parfois que de deux ou trois personnes, mais où il y a des réserves d'argent et on est prêt à soutenir des projets. Donc, c'est des gens qui font pas beaucoup de pub parce qu'ils veulent pas être pris d'assaut, ils veulent pas être sursollicités. Mais néanmoins, bon, en général, quand on a tiré le fil de l'un, on arrive à une deuxième, une troisième. Il y a parfois des clubs de fondations. Il y a par exemple un club très connu là, de toutes les fondations familiales qui s'appelle Esprit de famille, je crois. Ils se réunissent 2 fois par an. Bon, c'est sûr que quand vous en touchez, si vous avez la grâce d'en connaître bien un, il peut vous dire, bon, à mon avis, tu pourrais aller voir de ma part un tel ou un tel. Bon, et donc c'est le Mais, début. Voilà. mais pour répondre en souriant à Lucie, il n'existe pas d'annuaire, naturellement. Hélas, on le cherche tous, cet annuaire. Tu sais, quand on vit de la générosité de son public, on a tous, on aimerait tous que ce type de listing existe. Et Ouais, oui. je me permets d'intervenir. Est-ce que on peut s'adresser aux family office? Est-ce que les family office défiscalisent un peu de la même manière que les fondations? Pierre, vous voulez répondre? Moi, je dirais oui. Est-ce que ça correspondrait pas aux défiscalisations réservées aux entreprises? Oui, D'accord. c'est ça. C'est 60%, pas la même Voilà, fiscalité. c'est pas la même fiscalité. Ok. c'est 60% de 0,5% du chiffre d'affaires. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais après, ce que dit Pierre est très juste. En fait, il existe beaucoup de petites fondations Oui. familiales ou personnelles qu'on connaît pas, qui n'ont pas de site, qui n'ont pas de logo. Je veux dire, moi, rapidement, Thomas More a été soutenu par un monsieur qui a une fondation qui dégage pas beaucoup d'argent. En fait, il a un immeuble d'entreprise dans cette fondation. Et en fait, lui, ça lui permet de financer entre 50 et 100 000 euros par an de projets. Mais là, c'est que c'est un monsieur tout le monde qui a bien gagné sa vie et qui a réussi. Mais c'est pas plus que ça. C'est pas du tout Madame Bettencourt. Et sur société.com, non. Non. Non, Bien alors tenté.
Pas pour débusquer, effectivement, pas pour débusquer les fondations, mais pour débusquer des entreprises qui sont assez florissantes et qui ont des très beaux chiffres d'affaires. Bon, de toute façon, on les retrouve, hein. Je donne un exemple, hein. Elio a soutenu puissamment, par exemple, le bateau Lazare. Bon, bah, Elio a de très, très, très fortes réussites financières. Bon, et c'est sûr que vous pouvez après, ça c'est une autre astuce, hein, vous empruntez, pardon, je vais vous donner des pratiques de sauvage, mais vous empruntez le rapport d'activité d'une association amie où vous regardez les logos sur un bateau, puis vous voyez bien les boîtes qui fonctionnent et qui ont du pognon, hein. Puis après, vous avez le droit d'aller leur demander pour d'autres raisons, en disant, j'ai vu que vous souteniez, je dis n'importe quoi, le Paris-Dakar, voilà. Et ben, est-ce que vous voulez pas soutenir aussi mon association parce que moi j'ai des besoins très importants. Alors, Je pense qu'en fait, ça se pratique. il reste Ça, 3 minutes et comme Pierre ouais. a fait de nouveau une autre visio, je voudrais qu'on prenne la question, je voudrais trois choses. Qu'on prenne la question de Cyril, indirectement la dernière question de Solène, Pierre y a répondu dans la manière de tenir les relations, d'entretenir les relations avec les donateurs. Et Pierre, je voudrais que tu dises une chose, donc en deuxième, que tu dises une chose sur la difficulté à ne faire que du mécénat. Et 3, je voudrais vous rappeler quelque chose après. Voilà, les 3 dernières étapes avant qu'on raccroche et il nous reste 2 minutes. Donc Cyril, à toi. Très bien, bonsoir Pierre et merci pour votre intervention. Une question concernant la différence entre le mécénat et le sponsoring. Comment est-ce que vous faites pour ne pas basculer dans le sponsoring avec une visibilité peut-être des mécènes qui veulent se voir affichés dans vos contributeurs? Et la deuxième question, c'est justement sur la personnalité des mécènes. Parfois, ils ne souhaitent pas s'introduire dans les décisions de votre asso, mais en revanche, leur personnalité peut porter préjudice aux valeurs que vous portez. Pourtant, enfin, voilà, je pense à la nuit du bien commun en ce moment qui est souvent décriée. Voilà. Comment vous réagissez par rapport à ça? Oui. Alors, je vais être très bref. Effectivement, le mécénat, c'est un don sans contrepartie. Le sponsoring, c'est le fait d'acheter un espace pour apparaître. C'est de la pub. Et quand on avait, par exemple, financé le bateau Lazare, on avait proposé aux entreprises de faire les deux. Donc, ou bien les gens nous soutenaient en mécénat, don reçu fiscal, ou bien en sponsoring, c'est-à-dire achat en fait d'un espace pour exister. Bon, les deux nous intéressent, hein, et de fait, on avait financé le bateau avec ces deux canaux qui répondent à deux logiques différentes. Et je crois me rappeler que certaines entreprises avaient même fonctionné sur les deux canaux en même temps. Parfois, il y avait une partie en don, une partie en sponsoring. Voilà, donc là, il faut bien se renseigner. En fait, le sponsoring, sauf à avoir vraiment une énorme visibilité, intéresse peu les entreprises. Moi, toi, pour le village Saint-Joseph, par exemple, ils s'en foutent d'apparaître dans mes maisons. Peut-être que c'est une gratification de leur donner un logo sur mon rapport d'activité, mais enfin, c'est vraiment l'essentiel. Oui, il y a des personnalités qui sont brûlées, brûlantes. Tu as donné un exemple avec la Nuit du Bien commun, qui est un exemple, hein. C'est un exemple, d'ailleurs, j'ai pas envie de Tout à l'heure, répondre j'ai dit trop que Pierre avait travaillé pour Obol. Mais Obol, c'est Obol au qui bol est en qui charge produit de la la Nuit du Bien commun. commun. En fait, je vais vous donner un autre secret, j'allais dire qu'il n'en est pas un, mais la Nuit du Bien commun a quand même tellement souffert que j'ai reçu un mail ce matin qui disait qu'il n'y aurait pas de Nuit du Bien commun sur ce premier semestre de l'année 2026. En fait, bon, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Nuit du Bien commun, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécènes qui donnaient habituellement lors de ces soirées qui se retrouvent désœuvrés et que vous avez le droit d'aller retrouver et de solliciter en disant, bah écoutez, j'ai vu que vous aviez donné à la Nuit du Bien commun de Rouen avec votre entreprise. Cette année, je vois qu'il n'y a pas de nuit. Est-ce que vous voulez bien me donner à moi? Je pense que ça peut se faire aussi avec une certaine délicatesse, mais ça peut s'envisager. Et effectivement, en tout cas, pour te répondre, Cyril, je dirais qu'il y a des personnalités qui sont aujourd'hui si clivantes que si vous avez envie d'avoir un projet associatif fait, ou les accepter sous condition d'une très grande discrétion, mais l'expérience montre qu'en fait, rien n'est jamais secret dans ce monde, que tout se sait, et qu'un soutien puissant finit toujours par être rendu public, et que vous serez obligé de rendre compte, y compris de certains de vos soutiens. On peut le regretter, pour moi, c'est un peu un scandale, mais on ne peut pas faire comme si le monde n'existait pas, et aujourd'hui, c'est un truc dont la Nuit du Bien commun est quasiment morte. Elle renaîtra, hein, rassurez-vous, mais elle est temporairement éteinte. Oui, et cette question de pourquoi faire que du mécénat, être responsable du mécénat à plein temps, c'est compliqué.
Et puis tu pourras nous quitter et je parlerai avec le reste des auditeurs. Voilà. Tu pourras Et rejoindre ben, je ta- termine là-dessus. Donc, Clotilde, à qui je faisais des confidences cette visio, je lui disais que j'avais été effectivement directeur du mécénat pour Obol et pour la Nuit du Bien Commun à temps plein et que j'avais trouvé que c'était un métier dangereux. C'est un métier que je vous conseille de faire à temps partiel, premièrement, parce qu'en fait, chercher, demander de l'argent toute la journée, sauf vocation particulière, à mon avis, ça n'est pas un métier. Deuxièmement, il faut le raccrocher à un objet. Et donc, c'est vraiment important de dire, je connais les personnes que je sers, je connais le projet que je sers, et je suis connecté à la cause. Ça me semble essentiel pour garder un équilibre. Et troisièmement, je vous fais pas de topo, mais voilà, là où il y a de l'argent, il y a de la tentation. Et donc, surtout quand l'argent semble facile, quand j'arrive à débloquer de très grosses sommes, il peut y avoir quelque chose qui est tout à fait grisant, enthousiasmant, mais dangereux. Et donc, moi, je vous invite aussi à rester humble, petit, près des pauvres. Le contact avec les pauvres me semble clé. Je termine sur cette phrase inspirante de Frédéric Ozanam. Ne cherche pas à être l'ami des pauvres, commence par être l'ami d'un pauvre. Et donc, si tu restes connecté à un pauvre qui sait ce que c'est que 5 euros parce qu'il en a besoin pour acheter son paquet de clopes, tu seras peut-être un collecteur de fonds un peu moins déconnecté du monde réel. Pierre, il faut que tu nous quittes. Donc, je te remercie 1000 fois de nous avoir consacré du temps. Merci beaucoup de tout ce que tu nous as transmis. Et puis, bonne collecte.